Bonjour, je vais essayer donc de vous faire un retour d'expérience de l'établissement public Loire sur un effacement d'ouvrage. Donc là, il s'agit de la retenue du Fatou, située en Haute-Loire. Donc l'idée, ça va être d'axer plutôt la présentation sur les aspects techniques et opérationnels et essayer de faire un parallèle avec les démarches juridiques qui, de toute façon, sont nécessaires dans ce type de projet. Voilà. Donc quelques éléments de contexte. Donc c'est un ouvrage qui se situe à 500 mètres de la confluence avec la Loire, sur un tout petit cours d'eau d'une dizaine de kilomètres, la Baume. Donc on a une qualité écologique et biologique intéressante sur cette rivière. Voilà. Et donc l'établissement public Loire a acquis cet ouvrage en 1985 dans le cadre d'un grand projet d'aménagement sur la Loire qui finalement a été annulé. Également, en élément de contexte, cet ouvrage a été créé en 1905, donc il ne s'agissait pas d'un ouvrage fondé en titre. Depuis 1950, cet ouvrage n'était pas utilisé. À l'origine, c'était plutôt de la production hydroélectrique. Plus concrètement, sur l'état de l'ouvrage au moment de l'acquisition, on a constaté une accumulation de sédiments, avec près de 6 000 m3 de sédiments dans la retenue, des vannes qui étaient inopérantes, des conduites de dérivation percées, et un bâtiment d'exploitation délabré. Donc, on va voir un peu plus précisément sur le plan. Donc, il s'agit d'une retenue qui fait à peu près 40 mètres de long en crête et 6 mètres de haut, avec un seuil busé à l'aval. Voilà, sur les photos, vous allez voir un peu l'état de délabrement de la retenue. Ici, le parement aval qui est colonisé par la végétation qui fragilise grandement la retenue. Même chose pour la chambre de mise en charge. La conduite forcée, donc percée, qui est toujours en charge. Le bâtiment d'exploitation qui n'était plus habité depuis un certain temps. Et le seuil busé, donc une chute pas très importante, mais qui reste infranchissable pour les migrateurs. Et enfin, une vue de la retenue à l'amont, avec l'accumulation de sédiments qui limite de beaucoup la capacité de la retenue. Voilà, donc à partir de ce constat, plusieurs études ont été menées. Avant toute chose, dans les années 2000, on a eu des études sur l'analyse des sédiments, afin d'évaluer la présence d'éléments traces dans les sédiments. Également des études de la pollution des matériaux, notamment des conduites forcées, donc afin d'estimer s'il y avait des pollutions en termes d'amiante. Voilà, donc à partir de là, les études préalables ont pu être lancées avec la recherche de solutions possibles en prenant en compte l'ensemble des conditions qui ont été développées précédemment. Ensuite, un dépôt de dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau. Ce site se situant sur une zone Natura 2000, il était nécessaire d'évaluer l'impact de l'ouvrage au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000. Donc ça impose de faire un état des lieux du site, de prendre en compte le site Natura 2000, et également d'évaluer l'impact de l'aménagement pendant les travaux et suite aux travaux sur le site Natura 2000. Ensuite, de 2006 à 2007, on a procédé à toutes les procédures administratives avec une enquête publique déroulée de mai à décembre 2006. Donc il n'y a pas eu de gros retours et de grosses modifications suite à cette enquête publique. Ensuite, un arrêté préfectoral d'autorisation en décembre 2006 et permis de démolition en juin 2007 qui a permis d'engager les travaux durant la période d'étiage 2007 de mai à août, donc la période la plus propice pour réaliser ce type de travaux. Voilà les intervenants, donc je vais passer un peu rapidement. L'établissement public Loire en tant que propriétaire était maître d'ouvrage de l'opération. On a fait appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage avec EDF, un service plutôt axé sur l'hydraulique. Voilà, cette opération a coûté un peu moins de 205 000 €. Une grosse partie du coût était liée aux travaux. Également, une grosse partie à l'étude préalable qui constitue une étape vraiment importante dans ce type de projet. Donc ce coût a été réparti entre 40% de l'État. Donc c'est un financement un peu exceptionnel lié à l'antécédent qu'il y avait eu entre l'établissement public Loire et l'État sur le projet Serre de la Fare. 15% de l'Union européenne, 20% de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et donc 25% de l'établissement public Loire.
Voilà, donc les contraintes principales, on les a déjà un peu mis en évidence précédemment. Un envasement de la retenue. Le risque par rapport aux zones aval, c'est de polluer ces zones qui étaient d'une qualité biologique intéressante par remobilisation des sédiments. Également l'absence de vannes en état de fonctionner, donc qui ne permet pas de contrôler le niveau de la retenue, notamment lors de la phase de vidange. Et enfin, l'absence d'accès à la retenue qui a nécessité la création de voies spécifiques. Donc à partir de là, 3 familles de solutions ont été mises en évidence. La démolition du barrage et l'autocurage lors des crues, le curage par moyen terrestre, puis la démolition du barrage, et le curage par moyen flottant, puis la démolition du barrage. Donc on va voir le choix qui a été fait par rapport à ces solutions. La première solution, donc elle a été étudiée, mais elle constituait dès le départ pas une solution envisageable d'un point de vue environnemental. Ça aurait nécessité de faire se déverser l'ensemble des sédiments à l'aval, et on n'aurait pas été en mesure d'identifier la capacité du cours d'eau à évacuer ces sédiments. La solution B, curage par moyen terrestre puis démolition du barrage, donc était la solution la plus intéressante, qui permettait de maîtriser les risques environnementaux en limitant les rejets de sédiments à l'aval et en protégeant un peu les milieux aquatiques aval. Ça permettait également de restituer le site dans son état initial. C'est également un coût inférieur par rapport à la solution C qui prévoyait de curer la retenue par moyen flottant. Intérêt simplement de pouvoir curer la retenue sans procéder à une vidange qui ne justifiait pas le coût de cette opération. Voilà, donc quelques dispositions environnementales qui ont été prises et qui avaient été intégrées dans le dossier de demande d'autorisation, et notamment en lien avec la présence du site Natura 2000. D'une part, récupérer les eaux de ruissellement dans un bassin de rétention afin d'éviter le transfert des sédiments vers l'aval. La valorisation des déchets, donc étant donné qu'on avait identifié l'absence de polluants dans les différents matériaux présents sur le site, ces matériaux ont pu être réutilisés. Limitation du déboisement et du débroussaillage, donc en lien avec la création d'une nouvelle piste, et des mesures quotidiennes de la qualité de l'eau à l'amont et à l'aval du chantier. Donc des mesures avaient été effectuées avant l'opération, ont été effectuées pendant l'opération, notamment pendant la période de vidange, à un pas de temps assez régulier, et un pas de temps un peu moins régulier, un pas de temps journalier, durant la phase de curage. Donc, comme préconisation, si on avait eu des valeurs qui dépassaient les seuils qu'on s'était fixés à l'origine, on aurait été obligé d'arrêter le chantier. Voilà un petit plan de la première phase de l'opération. Donc, la première phase consistait à dériver une partie, toute la baume, tout le cours de la baume, afin d'isoler la retenue. Voilà. À partir de là, on a pu vidanger vidanger la retenue, un rythme de 100 litres seconde, par la chambre de mise en charge. L'idée, c'était de vidanger la retenue jusqu'à la phase d'envasement, jusqu'au niveau d'envasement. Et ensuite, on a fermé donc les vannes afin de permettre un assèchement de la cuvette et procéder à la deuxième phase de l'opération, c'est-à-dire le curage des sédiments de la cuvette de la retenue. Donc même chose, étant donné que les sédiments n'avaient pas présenté de pollution en termes d'aucune pollution, on a donc pu stocker les sédiments sur des zones situées à l'amont afin de les réutiliser. Une fois les sédiments stockés et en parallèle, justement, l'ensemble des bâtiments ont pu être démantelés. On a essayé également de réutiliser une partie des matériaux du barrage afin de consolider les berges du cours d'eau. Voilà. Donc la remise en état du site a pu s'effectuer 1 an après les travaux afin de laisser le cours d'eau reprendre un peu son cours initial. Différentes procédures ont été mises en œuvre. Donc d'une part le nivellement des sédiments et la végétalisation de la zone de stockage de sédiments. Donc en lien avec le porteur de projet Natura 2000, c'est-à-dire le Conseil général de la Haute-Loire, qui nous a conseillé par rapport aux espèces végétales compatibles avec ce type de zone. En revanche, il n'y a pas eu de végétalisation des berges de l'ancien barrage, donc on a fait le choix de laisser la végétation naturelle se redévelopper à cet endroit.
Donc, on va pouvoir voir un peu plus précisément sur les images qui suivent. Donc là, ensemencement des sédiments, donc 1 an après les travaux, une fois que les terres ont bien été réessuyées. Une vue du barrage en octobre 2008. Donc on a un cours qui a repris son écoulement quasi naturel sur un substrat de gravier. On a eu des frayères qui se sont reconstituées sur ces zones. Ici, développement de végétation sur les berges. Certains points durs ont été conservés par rapport au barrage afin d'éviter une érosion régressive des berges. Voilà, ici, 2 ans plus tard, avec la zone qui avait été ensemencée plus tôt. Donc là, on constate une prairie en herbe qui a retrouvé un aspect naturel. Voilà. En termes de suivi post-travaux, donc c'est la Fédération de pêche de Haute-Loire qui a réalisé ces suivis. On a constaté un rétablissement de la diversité spécifique de peuplement, avec la présence de chabots, truites, loches et vairons. Donc ces espèces étaient déjà présentes, mais on avait quand même eu une augmentation de leur nombre et de leur abondance, excepté pour la truite qui nécessite un temps un peu plus long d'adaptation. Même chose pour l'écrevisse à pattes blanches, donc qui a recolonisé le milieu. Elle était présente dans les parties aval. Là, on constate que le nombre d'écrevisses augmente, donc on attend encore quelques années pour bien identifier les résultats. En termes de résultats, donc, on a pu rétablir 2,7 km de continuité écologique sur le cours d'eau. Donc, ce qui revient à... En fait, il ne reste plus d'ouvrage infranchissable sur le cours d'eau, simplement une cascade remarquable située de quelques kilomètres à l'amont, donc d'origine naturelle cette fois. Voilà, en termes de conclusion, donc, par rapport aux objectifs qui ont été fixés dans le cadre de cette opération, d'une part d'assurer la sécurité publique et de rétablir la continuité écologique, on peut estimer que ces objectifs ont été atteints. Il reste encore quelques temps et un peu de recul pour estimer les résultats en termes de repeuplement et de recréation de frayères, mais donc voilà, on peut estimer que les objectifs ont été atteints. Voilà, je vous remercie.